Bonjour à tous, Moselle Sport fait sa rentrée. Je suis très heureux de vous accueillir pour une troisième saison. Cette saison encore, je serai au cœur des clubs et aux côtés des athlètes mosellans. Et ça commence ce soir au cœur du club de judo de Königsmacker-Sierck. Je vais rencontrer d'ici quelques minutes 4 judokas, 4 gaillards, vous allez le voir, qui vont participer au mois de septembre au championnat du monde vétéran à Cracovie. Je pars les rejoindre et je vous laisse avec le sommaire. Au programme de ce premier numéro de la saison, Frédéric Gilles, l'un des 4 judokas qualifiés pour les championnats du monde vétérans, et Vidrik Petri, l'entraîneur, répondront aux questions de Baptiste. Puis focus sur la 5e édition de la boucle des faïenciers à Sarreguemines, dont la marraine est Aurélie Muller. 130 participants se sont jetés dans la Sarre pour une ou plusieurs courses de natation en eau libre. Chaque semaine et durant toute la saison désormais, c'est une nouveauté, retrouvez en exclusivité l'actualité du TFOC dans Moselle Sport. Nous évoquerons la reprise en décalé puisque 8 joueuses manquent à l'appel. Nous ferons le point avec Romain Pitou et Mariam Sidibé, la capitaine. Et l'invité de ce premier numéro est Vincent Pourchaud, le basketteur de 2,22 m, s'il vous plaît. Après 3 saisons à Tours, le Messin effectue son retour à la maison en rejoignant les Canonniers. Voilà pour le programme, tout de suite, place au sport. Il y a les judokas qui s'entraînent juste derrière moi. Avant de les retrouver, je vous laisse avec le récap sport. Et cette année encore, il est préparé par le beau, le grand, l'unique Tim Girard. Salut les copains, comment ça va? Moi ça va très bien, tout frais, tout reposé et tout bronzé pour le retour du récap sport. J'espère que vous avez passé vous aussi un très bel été. Après les excès, place au sport les amis, il faut dépenser tout ça. Allez, on débute tout de suite avec mon chouchou Hugo Humbert évidemment. Et malheureusement, le Messin s'est incliné au premier tour de l'US Open en 5-7 face à son compatriote Benjamin Bonzi. 7-6, 6-1, 5-7, 3-6, 6-2. Encore une désillusion pour le 136e mondial. Hugo, tu vas tout déchirer au Moselle Open, on en est sûr. Football maintenant, les amateurs retrouvaient le rectangle vert ce week-end. En Régional 1, Thionville-Lusitanos, promu, a battu 2-0 l'APM Metz. Forbach et Gandrange réussissent leur entrée. Au contraire, Amnéville, relégué cette saison, a sombré face à Reipersweiler 3-0. A noter que l'ancien professionnel Moussa Mahazou, passé par Monaco, Bordeaux ou encore Lens, évolue maintenant en R1 au bassin piénois. Pour son premier match, l'attaquant a planté un doublé, et oui, il en a encore sous les crampons. 4 Mosellans ont été sélectionnés en équipe de France pour disputer les championnats du monde de lutte qui auront lieu à Belgrade du 10 au 18 septembre. Le staff des Bleus a retenu 2 sociétaires de l'Olympique Mézières Lutte, Kendra Daché et Arman Eloyan. Mais aussi 2 membres de l'AS Sarreguemines, Saïfeddin Alekma et le jeune Kamzat Arsamerzouev. Et on termine avec la magnifique prestation de la Rémoise Pauline Ferrand-Prévôt. La vététiste a ajouté un 4e maillot arc-en-ciel en cross-country à sa collection ce dimanche, au G. La pilote de 30 ans a signé un numéro de très haut vol devant un public haut savoyard survolté pour s'offrir le doublé 48 heures après l'or en short track. Voilà, c'est tout pour cette semaine, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, prenez soin de vous, bonne rentrée à tous, faites du sport, hydratez-vous, tout ça, je vous embrasse, ciao ciao. Je suis maintenant sur le dojo et je rejoins les 4 judokas qualifiés pour les championnats du monde vétérans. Il y a tout d'abord Ivan, Christian, Frédéric et Frédéric Gilles. Messieurs, je vous souhaite bon courage et je vais parler de tout ça avec Frédéric Gilles. Merci. Bon entraînement. Alors Frédéric, c'est ensemble qu'on va parler de cette qualification. Ouais. Alors c'est unique pour le club de judo de Königsmacker-Sierck d'avoir 4 judokas qualifiés pour les championnats du monde. Ouais. Comment on explique cette belle réussite? Je pense que c'est déjà le club par lui-même qui fédère les judokas entre eux. Et on s'est dit, combien d'entre vous vont aller sur les qualifs? Et on s'est dit, on va pas le laisser aller tout seul. Donc on se retrouve à 4, quoi. En gros, c'est ça, quoi. La qualification pour 3 d'entre vous, c'est joué au championnat du monde. Pour Ivan, ça s'est joué grâce à son parcours. Championnat de France. Championnat de France, pardon, oui. Ouais. Ça s'est joué au championnat de France. Pour Ivan, c'est grâce à son parcours parce qu'il était malheureusement blessé lors de ce moment. Comment ça s'est passé pour toi? On sait que tu as fini 5e, ça a été une belle réussite. Hein. Ouais. Moi, j'ai beaucoup bossé le physique parce que j'ai repris le judo. J'étais ceinture marron encore à Paris. J'étais
encore en manque de points, on va dire. Et j'ai repris le judo, ça fait seulement, c'est la 4e saison que je vais entamer là. Hein, j'ai fait du judo de 16 à 19 ans, puis après plus rien. Et là j'ai repris parce que j'ai mon gamin qui est ici. Donc la préparation, elle était surtout physique. On s'est appliqué chacun d'entre nous à ne pas se cacher, à vraiment donner le maximum de nous-mêmes, à faire du fractionné, des courses et 2 à 3 fois par semaine. Déjà pour avoir une bonne base sur le physique et le cardio. Et ça c'est le plus important, c'est la motivation qui t'a permis aussi d'aller chercher cette 5e place et cette qualification. Bien sûr. Et ce moment a été fort en plus de la qualification. Tu as obtenu cette magnifique ceinture noire, donc c'était vraiment une grosse journée pour toi. Oui, je m'en souviendrai longtemps, effectivement. Ouais. C'était inespéré dans le sens où en principe il y a très peu de ceintures marron sur ce genre d'événement et c'est pas... On va dire, allez, l'endroit idéal pour aller chercher des points. Bon, il y a beaucoup d'anciennes gloires du judo qui ont eu un parcours assez conséquent, admirable et tout. Donc je respecte tous ces gens-là et je remercie d'ailleurs pour leur accueil parce que là-bas on m'a fait beaucoup féliciter et c'était un moment vraiment sympathique. Tu parles de votre âge et de la reprise tardive du judo. Ouais. Comment on arrive à se mettre en condition en reprenant à 35, 40 ans le judo 54. Même 54 pour toi, voilà. Ouais. Je parlais pour les plus jeunes. En fait, moi, mon gamin a voulu faire du judo, donc on s'est retrouvés ici. Et c'est Christian qui m'a un peu récupéré en disant plutôt d'être assis là, pourquoi tu viendrais pas faire du judo avec nous? En plus, tu en as déjà fait. Donc je me suis pris au jeu, tout simplement. Et je ne pouvais pas exiger de mon fils certaines choses au niveau compétition, au niveau attitude, au niveau engagement physique, sans lui montrer un peu aussi la voie, quoi. Donc c'était aussi sympa de faire un truc avec son fils. Et je voulais que mon fils il dise ouais papa il me montre, mais il fait aussi. Il dit pas fais pas ce que je fais, fais pas ce que je dis. En gros c'était ça quoi le truc. C'était montrer le bel exemple. Voilà. Maintenant on sait que tu es qualifié pour les championnats du monde. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que pour la première fois tu vas participer à ce championnat international? Alors je le prends, je suis assez humble à ce niveau-là. Je prends ça vraiment en me disant je vais y aller, je vais donner le meilleur de moi-même. Avec mes qualités, mes défauts, en mettant évidemment mes qualités en avant et mes défauts un petit peu en arrière. Mais j'y vais avec le plus grand respect pour les judokas qui sont déjà là-bas sur place, les gens qui sont inscrits à la compétition. J'ai un grand respect aussi pour le club et l'image que ça peut représenter. Et j'ai pas envie d'y aller pour dire j'ai rien d'autre à faire. J'y vais vraiment dans l'esprit, je vais donner le meilleur de moi-même, ça c'est sûr. Et sur place, quels seront tes objectifs? Alors finir premier. Ça va faire présomptueux compte tenu, j'ai déjà un peu la liste des inscrits, il y a pas mal de... Oui, il y a des champions, il y a du très haut niveau. Il y a des champions du monde en titre déjà qui sont sur place. Il y a Manette, normalement, un judoka que j'ai rencontré déjà à Paris qui est champion du monde en titre dans la catégorie, qui va être déjà là-bas, un représentant français, bravo, bravo à lui. Donc je sais que le niveau il va être assez élevé. Les autres concurrents, j'ai demandé à Vidric, que vous avez interviewé avant, le coach, de ne pas me dire qui était là-bas, je veux rien savoir. Je suis monté sous le tatami, comme je suis, 2 bras, 2 jambes et 2 bras, 2 jambes en face et voilà on y va. Frédéric, bon courage pour les championnats du monde, on va suivre ça avec beaucoup d'attention et on espère peut-être une médaille. J'espère aussi, j'espère que ça fonctionnera comme tu viens de le dire en tout cas. En tout cas merci pour les encouragements, merci d'être venu et puis on verra bien quoi. Et allez, bon courage. Merci. À bientôt. Bientôt, au revoir. Allez, continuons cette émission en parlant de l'actualité forte du week-end. Ce week-end, les plaisanciers du port de Sarreguemines ont laissé la place aux nageurs pour la 5e édition de la boucle des faïenciers. Cette compétition en eau libre a rassemblé 130 participants aux abords de la Sarre. Je vous propose de découvrir ce reportage de Morane Grandcola de Mosaïque Cristal. C'était le moment de se jeter à l'eau. Samedi, sur l'esplanade du casino, s'est tenue la 5e édition de la boucle des faïenciers. Une compétition sportive organisée par le Cercle nautique de Sarreguemines. L'intérêt, c'est d'offrir une possibilité aux nageurs de s'exprimer tout simplement. Et puis les doubles parce qu'on est toute l'année enfermé dans un centre nautique et donc on est vu par les gens qui vont à la piscine. Et là, c'est l'occasion pour nous aussi de s'ouvrir un petit peu sur le grand public. Et on a un lieu qui s'y prête, on essaie de faire coup double, quoi. On a un beau lieu, on essaie de le mettre un petit peu en avant et en même temps de faire sortir l'association des 4 murs du centre nautique. Au programme, 4 épreuves en eau libre. 5 km, 3 km, 1250 mètres et 500 mètres. Cette compétition n'est pas anodine puisque les points obtenus par les nageurs selon leur chrono comptent pour la Coupe de France. Oui, c'est une étape de la Coupe de France, donc c'est un parcours on va dire à travers la France de différentes étapes qui fait qu'au final on a un classement des nageurs mais aussi un classement des clubs, donc on est une de ces étapes. Cette année, environ 130 nageurs ont mouillé le maillot en se jetant dans la Sarre.
Une participation plus élevée que l'année dernière. Oui, c'est 50 de plus que l'année dernière, donc c'est pas mal. Mais on était sur une année Covid l'année dernière, donc on avait 89 inscrits l'année dernière, et donc oui, non, c'est pas mal. On est content, on revient sur des chiffres qui étaient ceux de avant Covid, donc progressivement ça va mieux. On a fait déjà 150, 170 la meilleure année. Donc on est sur des chiffres qui sont tout à fait corrects. Les nageurs étaient donc au rendez-vous comme Mathilde Lombard, première du classement féminin des 5 km. C'était surtout pour se préparer, mais je la fais chaque année comme elle est proche de Sarrebourg, on n'est même pas à 1 heure de route. Donc je la fais chaque année et c'est la première fois que je fais première, donc c'est que du bonheur, voilà, hein, je veux dire, c'est cool. La Coupe de France de natation en eau libre se tiendra l'année prochaine. D'ici là, les nageurs souhaitant y participer devront donc obtenir le plus de points possible pour espérer s'y qualifier. Avant de parler de l'actualité du TFOC, je rejoins Vidric Petri. Salut Vidric. Enchanté. Tu es donc l'entraîneur depuis 2 ans des vétérans, c'est bien ça? C'est ça, des vétérans de l'AJKS, donc du judo club de Königsmarck. Alors j'en ai parlé un petit peu avant avec Frédéric. Vous êtes le 2e club de France avec au nombre de qualifiés pour les championnats du monde. Comment est-ce que toi tu les accompagnes? Comment est-ce que tu es arrivé à les faire grandir et à les faire atteindre ce niveau-là? L'objectif c'est avant tout donc, de créer un noyau de compétiteurs, de judokas et surtout d'amis, ce qui au final est dans le code moral du judo. C'est ce qu'on a réussi à faire, à travailler en quelques années. Et ce qui est cool maintenant, c'est de voir 4 amis arriver au plus haut niveau international ensemble. Voilà. On le sait, ces judokas ont commencé assez tard le judo. Comment, vers 35 ans, 40 ans, comment est-ce qu'on arrive à apprendre et à être performant et à atteindre les championnats internationaux? Avant tout, c'est déjà de leur montrer comme quoi ils peuvent être à la même hauteur, au même niveau que des gens qui sont plus jeunes, plus anciens, plus expérimentés. Et surtout, il n'y a pas de secret, c'est avec du travail, avec les entraînements, avec la préparation physique et puis c'est en allant au combat, en domptant sa peur, en allant au courage. Tu parles de préparation, comment est-ce qu'on se prépare pour des championnats de France et pour des championnats du monde? Alors pour ce qui est ici, en fait nous on s'entraîne déjà 2 fois par semaine pour ce qui est de la partie technique, la partie judo, donc le lundi et le vendredi. On a encore 2 entraînements, donc plus PPG, donc physique et cardio, qui se font les mercredis et les dimanches. Là où on a même un coach, un ancien marathonien qui nous entraîne là-dessus. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'entraîne en tout cas. Et bien sûr, les autres jours, le repos, parce que ça reste quand même important. Ça reste important, surtout à cet âge-là. Parlons maintenant des championnats du monde qui vont se dérouler début septembre. Oui. Toi, en tant qu'entraîneur, comment est-ce que tu vas les accompagner pour aller peut-être tenter de ramener une médaille? Parce qu'on sait que sur place, ce sont vraiment que des détails. Est-ce que c'est plus un mental, physique? Comment est-ce que tu vas les aider? Alors là-dessus, j'essaie de les aider en tout cas au niveau mental, parce qu'il y a des petits stress, il y a toujours des petits stress à régler, donc des petites questions où il faut que je sois là je dois être là pour répondre tout simplement. Et j'ai la chance d'avoir déjà le nom des inscrits, donc des différents métiers, différents pays en tout cas, différentes délégations. Donc je regarde un petit peu les techniques, ce que font les autres, de sorte à pouvoir les contrer et puis être devant eux au jour J. Pour toi, ça va être une première en tant qu'entraîneur sur un championnat international. Oui. Comment est-ce que tu vas vivre ce moment? Parce que pour toi aussi, ça va être fabuleux. Alors moi, ça va être fabuleux. J'en ai eu ma petite larme qui a coulé quand j'ai appris qu'on a eu des combattants qualifiés. Ça sera encore plus fabuleux pour moi le samedi, parce que du coup, je vais coacher mon père, qui m'a coaché aussi plus ou moins à ce même niveau. Parce que quand j'étais plus jeune, j'ai aussi eu des petits moments où ça a performé. Et ça me fait plaisir en tout cas de coacher mon père. On va dire, on a changé. C'est un peu une transmission alors. C'est ça, donc on se transmet, lui en tant que combattant et moi en tant que coach. Et donc comment est-ce que vous travaillez tous les deux avec ton papa? Un peu plus dur que les autres parce que forcément je lui laisse pas de cadeaux, il m'en a pas laissé quand j'étais plus jeune. C'est un peu une vengeance. C'est un peu ça, ouais. Mais du coup c'est une vengeance qui paye parce que on se retrouve. Vous gagnez ensemble, vous performez ensemble, c'est ça le plus important. Ouais. Et puis ça soude la famille aussi, donc c'est cool. Merci Vidric, bon courage pour ces championnats du monde vétérans. Merci. Et puis on va suivre avec attention les résultats des 4 judokas. Merci beaucoup. Allez, maintenant c'est l'heure de parler de l'actualité du TFOC. Suivez toute l'actualité du TFOC avec Terville Lavage Auto. Et ça commence donc ce soir avec la reprise de l'entraînement, une reprise en décalé puisque 8 joueuses manquent à l'appel, 4 ont des problèmes de visa et donc ne peuvent pas venir en France pour s'entraîner et 4 joueuses sont retenues en sélection nationale. Je vous propose de faire un point sur cette reprise avec Romain Pitou, l'entraîneur, et Mariam Sidibé, la capitaine.
La salle 111 sonne bien vide pour cette reprise du TFOC. Seulement 2 joueuses de l'effectif pro sont présentes, Mariam Sidibé, la capitaine, et la jeune recrue Aminata Dia, qui effectue son retour à la maison. Pour l'instant, les entraînements se déroulent avec le centre de formation. Ouais, c'est un peu bizarre. Après, ça me dérange pas de m'entraîner avec les filles du CFC. Je les connais, on s'est déjà beaucoup entraîné ensemble. Mais c'est vrai que d'avoir que 2 joueuses de l'effectif pro, c'est un peu compliqué. Et j'espère qu'elles vont vraiment vite arriver parce que il faut y aller là, ça y est. 8 joueuses professionnelles manquent à l'appel, 4 internationales sont retenues avec leur sélection et 4 étrangères effectuent actuellement les démarches pour obtenir leur visa. La reprise se passe donc en décalé et perturbe la préparation. J'espère qu'à partir du 19 septembre, on sera à 90% de l'effectif présent. Donc il nous manquera toujours Alicia Ogoms qui est retenue avec le Canada et qui va jouer les championnats du monde, qui devrait arriver début octobre. Donc ça va être compliqué, mais après on a essayé d'avoir une grande joueuse, on l'a eu. On a forcément des petites contraintes et malheureusement sa présence en préparation va être un petit peu compliquée. Cette année, Romain Pitou va pouvoir compter sur un effectif professionnel de 10 joueuses. Marianne Sidibé et Kendall White sont les 2 rescapés de ce mercato chamboule-tout. Il faut dire que la saison historique a fait des envieux chez les concurrents. Mais Terville-Florange a su attirer dans son giron des pointures, comme la Canadienne Alicia Ogoms ou la réceptionneuse attaquante Greta Kiss. On a investi aussi sur le centre de formation. On avait déjà investi et je pense qu'il y a des joueuses qui commencent à arriver à maturité et qui vont commencer à vraiment pouvoir nous aider plus qu'à l'entraînement. Donc on va serrer les dents, il ne faut pas qu'il y ait de casse. Et il faut que ça aille vite dans les têtes pour assimiler les nouveaux systèmes et vite dans la construction de l'équipe, l'ambiance et qu'elle rentre dans notre univers. Le TFOC a encore 1 mois et demi pour préparer la reprise du championnat prévue le 22 octobre, en espérant que toutes les recrues soient opérationnelles d'ici là. C'était toute l'actualité du TFOC avec Terville Lavage Auto. Avant de se quitter, passons maintenant à l'invité de la semaine. Vincent Pourchaud, le basketteur de 2,22 m, fait son grand retour à la maison. Après 3 saisons à Tours, il s'est engagé avec les Canonniers. Quels sont ses objectifs, sa vie à Metz? Il se confie. Action! Je suis maintenant avec Vincent Pourchaud, le nouveau pivot des Canonniers. Tu as signé un contrat de 2 ans avec l'équipe Messine. Alors tout d'abord, salut. Bonjour. Alors Vincent, tu es de retour à la maison. Tu connais bien la maison puisque tu as commencé le basket à 5 ans ici au Canonniers. Est-ce que pour toi c'était normal de revenir ici à Metz et au Canonniers? Oui, clairement, j'ai maintenant 30 ans. Je commence à prendre pas mal d'expérience et puis aussi pas mal d'âge. Et quand j'étais venu voir la finale de play-off, de voir toute cette salle qui était pleine à craquer, j'avais déjà qu'une envie, c'était de rentrer sur le terrain pour jouer avec eux. Donc pour moi, je pense que c'était le bon moment. Il y a cet objectif vraiment de monter le club qui me tient vraiment à cœur parce que je pense que si je reviens ici et qu'on arrive à faire ça, ça peut faire une belle histoire à raconter dans les années à venir. Et forcément, il y a cet aspect aussi de pouvoir être proche de mes amis, de ma famille qui aussi a forcément penché dans la balance parce que je sais qu'il va y avoir tout un engouement qui va être organisé par rapport à ça. Il va y avoir plein de monde qui va venir voir nos matchs et tout. Mais voilà, c'est vraiment l'objectif, le club, le projet qui m'a donné envie de revenir ici. Et donc pour toi, l'ambition, c'est de boucler la boucle. Est-ce qu'on peut le dire comme ça, en Exactement. revenant à Metz, de peut-être terminer ta carrière Exactement, ici. c'est clairement le but et l'objectif et les discussions qu'on a eues avec le club et aussi pouvoir m'intégrer au club une fois que ma carrière sera finie parce que je pense que ça peut vraiment être un projet très intéressant et j'ai vraiment envie de pouvoir faire grandir ce club. Je joue avec le numéro 57 depuis pas mal d'années maintenant parce que ça a été autorisé et je sais que j'ai toujours eu une part de Moselle en moi et j'ai toujours revendiqué avec fierté que Metz c'est la plus belle ville de France, le FC Metz c'est la meilleure équipe de France, pareil. Voilà. Ah, t'as vraiment le Metz et la Moselle dans le cœur. Donc ton ambition aussi, c'est comme Florent Pietrus, c'est passer tes diplômes en même temps que tes années tout en continuant de jouer. On va dire que là pour le moment surtout, là cet objectif c'est vraiment focaliser basket. Là voilà, on a vraiment 2 années où je vais m'investir à fond à 100%. Et après, on verra ce qui peut arriver, on verra quel projet je peux avoir, ce qui peut se passer plein de choses en 2 ans. Mais
d'abord mon objectif principal c'est vraiment basket à fond parce que voilà, j'ai signé pro aussi et c'était ça qui était très important pour moi. Tu le disais il y a quelques minutes, tu reviens ici à Metz pour te rapprocher de ta famille et surtout tu veux revenir près de ta famille puisque malheureusement ton papa est décédé il y a quelques mois de la maladie d'Alzheimer. Est-ce que tu as la sensation d'avoir manqué des moments familiaux, d'avoir manqué peut-être de partager ton adolescence avec tes amis en Moselle, le fait que tu sois parti rapidement à l'INSEP et dans d'autres clubs de France? Est-ce que tu as cette sensation? Non, j'ai pas forcément cette sensation-là, déjà par rapport à mon papa, parce que je sais déjà que c'est quelque chose qu'il aurait voulu que je revienne ici, déjà. Mon père, avant qu'il tombe malade, m'a toujours soutenu partout où je suis allé. Je sais que ça a été pour ma mère où ça a été difficile quand j'avais 14 ans de partir de la maison comme ça, parce que je suis fils unique en plus. Mais voilà, j'ai toujours eu la chance d'avoir des parents qui m'ont encouragé, qui m'ont soutenu à fond dans tous mes projets pro, ce qui est basket. Donc voilà, et après par rapport à mes meilleurs amis d'enfance, tous ceux avec qui je passe mon temps, eux ils m'ont toujours suivi partout aussi. C'est eux qui ont toujours été là pour mes déménagements parce que moi je ne pouvais pas conduire de camion. Et on a fait les 4 coins de la France tous ensemble. Et c'est sûr que maintenant que je suis rentré ici, ils sont très contents. Tu pourras bien profiter maintenant avec eux. Tu parles de ta taille, notamment en conduisant ce camion. C'est maintenant ta force à la fois au basket, dans ta vie et sur les réseaux sociaux. Mais plus jeune, ça a été parfois des moqueries, des attaques méchantes durant ta jeunesse et ton adolescence. Est-ce que c'était vraiment dur à porter, cette grande taille? Non, ça n'a jamais été dur parce qu'on va dire que certes, tu vois, tu as des moqueries, mais c'est pas non plus des choses vraiment incroyables qui m'ont marqué. Mais le truc, c'est que moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a été aussi assez caractériel, de savoir s'affirmer, de savoir s'imposer. Et en général, vu que je mettais 3 têtes à tout le monde, je mettais une gifle ou 2, tu vois, et puis après ça allait calmer, on m'embêtait plus. Donc moi j'ai jamais souffert de cette différence et ce sera comme ça tout au long de ma vie de toute façon. Et est-ce que ça t'a permis peut-être de t'affirmer et que ça a eu un impact sur ton basket, peut-être pour aller jouer en Pro B, etc. Est-ce que tu penses que cette difficulté d'être plus grand que les autres, d'être plus vite que les autres, ça a eu un impact sur ton basket et ta carrière? De toute façon oui, ça a eu un impact sur ma vie en général de toute façon. Parce que même encore là maintenant, il y a eu forcément cette signature en N2 où il y en a beaucoup qui ont fait couler pas mal d'encre, que ce soit aussi bien les médias que les gens, que les réseaux sociaux. Et on est encore là à dire un grand de 2m22, qu'est-ce qu'il va faire en N2, c'est pas un niveau pour lui, etc. Mais au final, partout où je suis allé, j'ai signé mon premier contrat pro à 18 ans. On m'a dit en Pro A que je pouvais pas jouer, j'ai joué. On m'a dit après en Pro B je pouvais pas jouer, j'ai joué. N1 pareil, j'ai fini meilleur pivot du championnat. Donc peu importe où je suis allé, on m'a toujours dit Vincent il peut pas. On m'a dit ouais, il aura sa carrière qui va se finir à 20 ans, j'en ai 30. Et pour ça que là on va encore venir ici. Et puis moi je suis encore là pour faire mes débouches parce que c'est ma spécialité. Et moi je suis quelqu'un, j'aime bien me nourrir de la haine des gens en fait. Quand je vois tout, hein. Tu sais, t'as les gens, ils pensent qu'on voit pas tout, mais je vois tout. Moi, il n'y a rien qui m'échappe, que ce soit réseaux sociaux ou pas réseaux sociaux. Et moi, c'est des choses que j'adore et ça a été une de nos premières discussions qu'on a eues avec le coach. C'est de dire vraiment, on va tout éclater cette année. Beaucoup de personnes te décrivent comme l'homme le plus grand de France. Est-ce que ça te fatigue ou tu fais avec et tu sais que c'est ta force et tu es obligé de vivre avec ces regards et ces réflexions? Non, je fais complètement avec. Parce que 2m22, je le fais depuis que j'ai 19 ans, donc au final, ça a jamais changé. Et le truc, c'est que c'est que les choses, elles ont encore plus changé, mais de façon positive, depuis que je me suis fait un peu connaître sur les réseaux. Le regard des gens est complètement différent. Et moi, j'apprécie un peu tout ce que j'ai pu faire, même si c'était pas prévu aussi. Je ne m'étais pas lancé sur les réseaux sociaux pour marcher, c'était une occupation temporaire. Et durant le Covid. Durant le Covid, voilà, où je me suis lancé sur TikTok. Donc voilà, moi je pars du principe qu'il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Et le jour où ça s'arrête, on dira on aura bien kiffé, on aura bien profité, on aura entre parenthèses marqué un peu les esprits. Et puis maintenant, il faut passer à la suite, passer à autre chose. Tu l'évoques, tu es sur TikTok, 1,4 million d'abonnés, tu parles de ta taille, des difficultés que tu as au quotidien. Mais à travers ces vidéos, quel message est-ce que tu veux transmettre aux viewers et à toutes les personnes qui peuvent te voir en scrollant? On va dire déjà le message que je veux envoyer à travers mes vidéos, c'est déjà
de montrer que voilà, c'est pas parce qu'on est différent qu'on peut pas être heureux dans sa vie et puis profiter de la vie. Il y a ça, il y a aussi de montrer aussi ma carrière de basketteur aussi, parce que les gens, mine de rien, ils apprécient vraiment ce que je fais aussi sur le terrain. Tu vois, quand j'étais à Tours, j'ai une fois un mec qui a fait 500 km juste pour venir me voir jouer, alors qu'il me suivait juste sur TikTok et qu'il ne me connaissait pas. J'ai des messages de personnes aussi qui ont du mal à s'assumer, qui me demandent comment je fais. Je suis vraiment devenu, on va dire, un peu un... Comment dire ? Un peu un grand frère, est-ce que... Voilà, c'est ça, tu vois, c'est un grand frère de personnes qui ont des difficultés à s'assumer, à pouvoir les aider. Il y a aussi le travail où je me suis lancé avec l'association Alzheimer, Fondation Recherche Alzheimer, avec qui ça a été un déclic direct aussi, c'est quelque chose qui est nouveau pour moi et qui me tenait à cœur. Et puis après il y a eu les médias, il y a eu des propositions pour faire du cinéma, il y a des marques avec qui je travaille pour les vêtements, il y a vraiment plein de choses qui se sont créées et c'est plutôt cool parce que moi je kiffe ce que je fais. Donc tu évoques un peu le futur, donc après tes 2 ans ici au Canonnier, quels sont tes objectifs, tes souhaits? Est-ce que c'est continuer TikTok, cinéma? Vers où est-ce que tu souhaites te diriger? On va dire déjà j'aimerais bien continuer à rester dans le club, déjà pour commencer, ça c'est vraiment mon objectif numéro 1. Donc tu veux pas t'éloigner du basket après? Non, j'aimerais bien pouvoir rester dans le club. Après forcément il y a aussi cette idée de réseaux sociaux, tout ce qui peut se passer avec le cinéma. Aussi on est actuellement en discussion avec des personnes où il y a des éditorialistes qui souhaiteraient voir pour écrire mon autobiographie aussi, de raconter mon histoire. Il y a ce projet-là aussi. Et puis aussi, ça c'est un truc que j'ai toujours en tête depuis pas mal d'années maintenant. C'est un peu à part, mais voilà, c'est faire agent immobilier, j'aimerais bien aussi. Donc il y a plein d'idées, plein de choses, mais voilà, d'abord il faut se concentrer sur le présent et de tout faire pour monter le club en N1 sur les 2 ans où je suis là en tout cas. Merci Vincent. Merci à vous. Et bonne saison avec les Canonniers. Merci. Je ne pouvais pas terminer cette émission sans porter un kimono et sans défier Christian, un vétéran qui va participer au championnat du monde. Ouais. Donc je vais essayer de te faire tomber. C'est parti, on y va. Allez, je te prends ici. J'ai appris cette technique là. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, alors, ça marche. Ouais, ça marche. Je réessaye. Ok. Par qui de bras je crois que je suis toujours aussi mauvais dans tous les sports. Je vous souhaite une très belle soirée et on se retrouve la semaine prochaine.